Dites-moi, cher Stéphane Bureau, vous avez reçu là ici, monsieur professeur Raoult, qui était ici il y a un Ouais. mois et demi. Bien, racontez-nous lorsque vous avez reçu au Canada. Je crois que c'est la seule émission qu'il a faite au Canada d'ailleurs. Alors, dans un autre contexte, c'était printemps 21, alors qu'on était en plein cœur de ce psychodrame qui était l'épidémie ou la pandémie. Et effectivement, Raoult emmenait large sur toutes les plateformes, était beaucoup entendu, mais chez nous, nulle part sur les grands réseaux plus traditionnels. J'étais à la barre d'une émission de radio chez le diffuseur public, Radio-Canada, et je me suis mis en chasse pour amener Raoult à l'émission. Alors, c'était un peu comme entrer en contact avec un résistant. Il a fallu beaucoup d'intermédiaires pour me rendre jusqu'à M. Raoult. Et finalement, il dit oui. On fait l'interview. Interview, donc, mois de mai 2021, que je pensais banale, mais qui ne le fut pas parce que beaucoup de gens ont contesté le fait qu'on lui donne la parole. Enfin, je dis beaucoup de gens. Contesté. Quelques personnes ont contesté l'idée qu'on lui donne la parole. Et finalement, des plaintes ont été portées à l'ombudsman. Alors déjà, si je vous fais bailler, on n'est pas Non, parti, non, mais hein. on sait ce que c'est qu'un ombudsman. Et alors, Encore un truc, l'ombudsman, c'est quoi, qui est, justement c'est le Médiateur. sage-homme ou la sage-femme qui, en marge de la société d'État, dans ce cas-ci Radio-Canada, reçoit les plaintes du public. C'est un peu de C'est Trarcom. un médiateur, c'est un médiateur. Ouais. C'est un peu un tribunal pour le public et il décidera si oui ou non la personne qui a porté plainte a raison. Alors évidemment, il y a plein de raisons pour porter plainte, il en gère beaucoup, mais dans le cas de M. Raoult, c'était dans le fond, parole subversive, l'idée qu'on puisse mettre la santé des Canadiens en danger en entendant une parole qui... Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait rien dit de spécial, j'imagine, non? Si vous avez entendu M. Raoult, on était... Ce qu'il a dit en France, quoi, ce qu'il disait en France. Évidemment. Voilà. Il venait de publier ses carnets de guerre, de cette guerre un peu particulière qui était celle qu'on livrait à la COVID. Donc, c'était un peu son expérience. C'était aussi les protocoles. On était au début de la vaccination, des questions sur la vaccination. Mais plusieurs n'ont pas toléré qu'on donne la parole à quelqu'un qui, justement, sur la question de la vaccination, posait, lui, des questions. Il ne disait pas « il ne faut pas vacciner », mais il posait quelques questions. Et c'était suffisant aux yeux de certains. En fait, c'est une journaliste qui a choisi de porter plainte. Et c'est sa plainte qui a été retenue. Et vous en avez subi des conséquences? Non, c'est-à-dire qu'il a émis un jugement quelques semaines plus tard où j'ai été comme la direction de Radio-Canada parce qu'ils avaient entendu l'entrevue. Ils étaient solidaires de moi. Et on a été blâmés pour avoir effectivement mal encadré sa parole, pour avoir été trop laxiste. Blâmé, ça veut dire... Ça veut dire qu'il a dit il ne faudrait pas recommencer, c'était pas une bonne idée. Alors, j'ai pas perdu ma tribune, mais j'ai eu l'impertinence de répondre en ondes. Ça signifie que même en Amérique du Nord, je veux dire Canada, États-Unis compris, la liberté d'informer n'est pas totale comme on peut l'imaginer. Vous diront ceux qui étaient d'accord avec lui que c'est justement la liberté d'informer qui était au cœur de l'affaire. C'est qu'on a mal informé les Canadiens parce que j'aurais davantage dû l'encadrer. C'est l'idée aujourd'hui qu'il y a certains personnages, certaines paroles qui sont plus problématiques, donc pour lesquelles il est peut-être préférable en amont et après que des gens puissent dire là, il a menti ou elle a menti ou c'est pas exactement conforme à la réalité. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'en amont, toujours, on sait ceux dont la parole est problématique et ceux qu'on peut inviter qui diront plein de choses et dont la parole est finalement pas problématique et qu'on n'a pas à questionner, on n'a pas besoin d'un comité d'experts derrière pour dire « Ah là, il a dit, vous savez, c'est pas exactement... » Puis avec la science, évidemment, c'est pas non plus très simple. Maintenant, allez voir l'article de la presse, le problème avec le docteur Raoult, qui était une réponse de Isabelle Haché à l'entrevue de Stéphane Bureau avec Didier Raoult. Donc, ce qui est intéressant qu'elle mentionne dans cet article-là, c'est plusieurs, tu vois, le problème avec Dr Raoult, c'est que cet infectiologue est devenu lui-même viral, une référence incontournable chez les négationnistes de la pandémie, un gourou suivi passionnément, aveuglement par les complotistes anti-masques, anti-vaccins, anti-tout. Ceux-là adorent Didier Raoult et le vénèrent, même s'il est désormais clair que le doc de Marseille avait tout faux à propos de son traitement l'hydroxychloroquine, et même si les faits ne cessent de le contredire. En janvier 2020, par exemple, ce grand spécialiste des infections épidémiques raillait « Il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale. » On connaît la suite. En février 2020, la chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit que cela allait disparaître au printemps. Ou encore Didier Raoult en mai 2020. La chance qu'un vaccin pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro. Trouver un vaccin est un défi idiot. Ensuite, ce qui est intéressant qu'elle mentionne, c'est l'histoire d'Elizabeth Bick.
a forcé la rétraction de plus de 400 faux articles de recherche, se spécialise dans le plagiat, les manquements éthiques, les manipulations d'images et les fraudes scientifiques. En mars 2020, la microbiologiste s'est penchée sur une étude du Dr Raoul qui vantait les vertus de l'hydroxychloroquine pour traiter la COVID-19. Elle a noté que 3 patients traités avaient été transférés aux soins intensifs, un autre était mort, or ces patients avaient été exclus de l'étude. Forcément, une fois ces patients disparus, les données paraissaient très prometteuses. Elizabeth Bick a ensuite été relevé des problèmes de méthodologie ou de manipulation de données dans les dizaines d'autres publications du Dr Raoul et de ses équipes. Et là, maintenant, on est en janvier 2024, hein, des milliers de morts évitables. L'étude analyse la surmortalité liée à la prescription d'hydroxychloroquine dans 44 cohortes de patients COVID-19. Le nombre de morts dus à la prescription d'hydroxychloroquine est calculé pour 6 pays, dont les États-Unis, 12 739 morts, la France et 199 et l'Italie, 1822. Quelle est la leçon de tirer de cet épisode de la pandémie? On comprendrait qu'il y avait une urgence d'agir, mais il faut se rappeler d'être prudent en l'absence d'évidence probante. On avait des données sur les rats, mais pas sur la toxicité sur l'humain. Et en juillet 2020, une grande étude américaine, Recovery, a conclu que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace contre la COVID-19. Ça, là, c'est presque un an avant l'entrevue de Stéphane Bureau avec Didier Raoul. Après ça, en principe, l'hydroxychloroquine ne devait pas avoir été utilisée pour traiter la COVID-19. Je vous laisse faire vos propres conclusions.